Salut mes petits amis, bienvenue au Ciné Club de Rico. Aujourd'hui, j'ai un sujet qui va en passionner plusieurs parce que je vais parler des Beatles. Les Beatles au cinéma, plus particulièrement de deux films. Le premier, c'est celui-là, A Hard Day's Night, réalisé par Richard Lester en 1964. C'est pas un documentaire, mais ça met en vedette les 4 Beatles dans leur premier gros film au cinéma. Et c'est complètement capoté. C'est un film qui a 60 ans aujourd'hui, donc ça vaut la peine d'en parler. Et je vais vous parler également d'un film réalisé en 78 par Robert Zemeckis, sa première réalisation. Robert Zemeckis qui a réalisé Retour vers le futur, Forrest Gump. Ici, il fait un film sur la Beatlemania, sur des fans des Beatles qui veulent assister à leur premier concert aux États-Unis au Ed Sullivan Show. Alors, c'est super le fun. Je vous en reparle dans quelques instants. Et je vais terminer cette petite émission du Ciné Club de Rico en vous parlant de deux films majeurs de Akira Kurosawa, le plus grand réalisateur japonais de tous les temps, Yojimbo et Sanjuro. Alors, on va avoir beaucoup de plaisir aujourd'hui. Oh oui, les amis! Restez à l'écoute! Hey, pardon me for asking, but who's that little old man? What little old man? That little old man. Oh, that one, that's my grandfather. Your grandfather? Yeah. That's... Qui n'aime pas les Beatles, hein? Qui parmi vous n'aime pas les Beatles? À peu près tout le monde aime les Beatles. T'sais, c'est un groupe qui a traversé le temps, que à peu près toutes les générations aiment, que ce soit les vieux de la vieille ou les jeunes d'aujourd'hui qui découvrent leur musique. C'est comme une musique un peu intemporelle. Les Beatles, c'est comme si ça se démodait pas. Et en 1960, ils ont tout changé, les Beatles. Il y a des gros courants musicaux. Il n'y en a pas eu tant que ça dans l'histoire. Il y a des bandes qui ont marqué. Là, on pense aux Rolling Stones. Mais des gros courants musicaux, il y a eu Elvis. Il y a eu, dans les années 80, il y a eu Michael Jackson. Il y a eu, plus tard dans les années 90, il y a eu Nirvana, il y a eu Madonna aussi dans les années 80. Mais rien de tout ça à comparer. Ben, peut-être Elvis. Elvis, mettons-le dans une catégorie à part. Mais les Beatles, pour moi, les Beatles figurent vraiment au top du top de la liste de tout ça. C'est comme un groupe qui fait l'unanimité. Tu sais, Elvis, il y en a que je connais qui n'aiment pas Elvis, il y en a qui n'aiment pas Madonna, il y en a qui n'aiment pas Michael Jackson. Les Beatles, tout le monde aime ça, sans exception. Tout le monde trouve ça bon. Et dans les années 60, ben, c'était la montée fulgurante de ce groupe britannique-là qui était en train de prendre le monde par surprise, qui sont arrivés comme un cheveu sur la soupe, et qui, avec leur musique, a complètement changé le paysage musical. Dans les années 60, il y a un producteur qui désirait faire un film sur les Beatles. On leur avait proposé toutes sortes de scénarios, les Beatles. T'sais, ça faisait plusieurs années qu'on les achalait pour tourner un film. C'était tout le temps des histoires un peu niaiseuses, des projets qui étaient plus ou moins intéressants pour eux, qui ne les intéressaient pas vraiment. Jusqu'au jour où le producteur a engagé le réalisateur Richard Lester, c'est un gars qui a travaillé à la télévision, qui a rencontré les Beatles, ça sont bien entendus, et ils ont décidé d'élaborer et d'échafauder un projet de film ensemble qui va finir par donner A Hard Day's Night. Quand on écoute le film, ça représente les Beatles de cette époque-là. On retrouve les Beatles dans toute leur splendeur, les 4 Beatles
On les suit, c'est comme dans une journée de leur vie où sont poursuivis par des fans. Ils rentrent dans un train. Ils sont en train de courir à peu près tout le long du film. Ils sont comme s'ils étaient poursuivis par leur célébrité. On les voit assaillis par les fans, dans un train, en train de s'amuser. Mais tout le long du film, on découvre leur personnalité plus grande que nature. Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, John Lennon, sont tous fascinants, sont tous super intéressants, sont le fun là-dedans. Et on les suit dans une journée où ils vont faire face aux journalistes, ils vont être avec leurs fans dans une conférence de presse. Tout ça va se solder à la fin du film par une présentation de plusieurs de leurs chansons dans un spectacle télévisuel de la BBC. Donc, les Beatles, dans toute leur splendeur à cette époque-là, et autant quand on regarde le film, ça a l'air d'un genre de pseudo-documentaire. On se doute que c'est pas un documentaire parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui sont un peu surréalistes dans le film. Et on a engagé un scénariste qui s'appelle Alum Owen pour scénariser tout ça. Puis apparemment que il n'y a pas grand-chose d'improvisé dans le film. Tout était scripté là-dedans. Le film, c'est pas des longs dialogues. C'est souvent des punchlines que les Beatles vont dire. Mais ça marche bien, ça fonctionne bien. On dirait que le scénariste a compris parfaitement la dynamique du groupe. J'imagine qu'ils ont dû discuter ensemble quand ils ont fait le film. Mais le film est tellement le fun. C'est à mettre... je sais pas comment classer ça. A Hard Day's Night, c'est un film unique en son genre. On pourrait dire une comédie musicale, mais c'est pas vraiment une comédie musicale au sens de Singing in the Rain ou de films comme ça. C'est vraiment un film pop. On pourrait dire ça un peu comme ça. Un film pop avec les Beatles. Et on s'amuse là-dedans d'un bout à l'autre. À un moment donné, un certain moment dans le film, les Beatles veulent comme se sauver, on dirait, de leur célébrité. Ils sont tannés d'être toujours assaillis par des fans, des journalistes. À un moment donné, ils se sauvent carrément. Ils essayent de s'en aller. Tes voix s'éclater. Tout le long du film, ils ont l'air de s'amuser. Ils disent des répliques amusantes tout au long du film. On les voit ensemble dans leur chambre d'hôtel avec les fans. Comme je vous dis, on les suit un peu partout. On a l'impression de passer un genre de moment intime avec les Beatles pendant 1h30. À la fin du film, c'est un gros spectacle. Il y a un documentaire sur le Blu-ray de Criterion qui rassemble à peu près tous les bonus possibles et imaginables sur ce film-là. Et il y a Phil Collins qui parle sur le making-of du film, qui était présent le jour où ils ont tourné la prestation des Beatles dans le studio à la fin du film. Il dit lui-même, c'est la première fois que j'ai été filmé au cinéma. Il y a un petit... on le voit, là, il nous le montre, Phil Collins, dans l'assistance, en train de crier comme tout le monde, avec les Beatles qui jouent en avant. Alors, c'est un souvenir, évidemment, qui est le fun pour Phil Collins. C'est une belle anecdote qu'il nous raconte, quelque chose qu'il a vécu quand il était jeune. Il y a des chansons qui ont été écrites spécifiquement pour le film. Évidemment, la chanson A Hard Day's Night a été écrite pour le film. C'est devenu un hit. À peu près toutes les chansons qu'ils ont écrites pour ce film-là sont devenues des hits. Can't Buy Me Love, I Should Have Known Better, If I Fell. C'est toutes des hits. C'est tout devenu des hits. On voulait faire, quand on a sorti le film, on voulait aussi sortir un album qui allait accompagner la sortie du film. Donc, on avait demandé aux Beatles d'écrire 8 chansons, on en a retenu 7 pour le film, mais les 8 figurent quand même sur l'album. Et c'est pratiquement tout devenu des hits incroyables. Le film est un classique indémodable. C'est un film que vous devez de voir si vous aimez les Beatles. Même si vous les connaissez plus ou moins, vous allez adorer ce film-là, qui est un film jouissif. C'est vraiment le fun à voir. Il y a eu d'autres films qui ont été faits sur les Beatles. Et je dois admettre que j'ai pas vu Help, j'ai pas vu Yellow Submarine. C'est quelque chose auquel... je vais remédier prochainement. Le seul que je connaissais, c'était A Hard Day's Night, que j'ai vu et revu très souvent. C'est un film que j'aime beaucoup. Et c'est le plus célèbre de tous les films qu'ils ont fait et reconnu comme étant le meilleur film que les Beatles ont fait. Il y a eu des documentaires aussi que les Beatles ont tournés. J'inclus pas les documentaires là-dedans. J'inclus plus les films de fiction. Et Hard Day's Night, même si ça montre les Beatles, c'est un film de fiction. Trompez-vous pas. Et le scénario du film avait été nominé aux Oscars, donc c'est solide, c'est bien réalisé. Le réalisateur Richard Lester a très 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 bien compris le band,
a très bien compris la dynamique qu'il y avait dans ce groupe-là, a très bien su exploiter les Beatles, et on les voit dans les années 60, dans les années où ils étaient jeunes, qui étaient plein de foudre et d'hormones. Et c'est super amusant de les voir là-dedans. Dans Hard Day's Night, un classique, comme je vous dis, qui est indémodable. Un beau 5 étoiles sur 5. C'est un film qu'il faut avoir dans sa collection. Et c'est cette édition-là qu'il faut posséder du film, parce que à l'intérieur, vous avez des bonus, comme je vous dis, comme ça se peut pas. Il y a également un livret avec des extraits du scénario, des entrevues avec le réalisateur. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock là-dedans. Donc, pour le découvrir ou pour le redécouvrir, c'est l'édition qu'il faut acheter, l'édition Criterion de Beatles, A Hard Day's Night. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a dog. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I feel alright. You know I feel alright. Si vous cherchez un film pour accompagner le visionnement de Hard Day's Night, I Wanna Hold Your Hand, ça serait un choix intéressant parce que ça parle de la Beatlemania. Ça se passe en 1964, plus précisément le 9 février à New York, où les Beatles vont faire une prestation, la première prestation qu'ils vont faire aux États-Unis au Ed Sullivan Show, qui était le show aux États-Unis pour accueillir toutes les grosses vedettes de la musique. Ed Sullivan, c'était l'animateur vedette qui accueillait tous les grandes stars de la musique aux États-Unis. Et c'est un spectacle qui était écouté religieusement par tous les fans de musique. Et là, on retrouve là-dedans 4 jeunes filles qui sont pleines d'énergie. C'est des filles qui restent dans le New Jersey et ils veulent assister. C'est des fans des Beatles. En tout cas, du moins, 2 d'entre elles sont des fans incroyables des Beatles. Et ils veulent, par tous les moyens, assister à l'enregistrement du Ed Sullivan Show pour voir en chair et en os les Beatles qui vont se présenter pour la première fois. Alors, ils vont faire le trip à New York. Ils vont essayer de faire toutes sortes de manigances pour essayer d'avoir des billets. Ils vont même essayer de rentrer dans la chambre des Beatles. Ils vont s'immiscer dans l'hôtel où les Beatles dorment et évidemment, ils vont se faire prendre. Il va y avoir toutes sortes de péripéties qui vont arriver. Bref, on suit ces 4 filles-là dans leur journée
où ils vont vivre toutes sortes d'aventures qui, on l'espère, va les mener au Ed Sullivan Show où se présentent les Beatles. C'est un film super le fun qui nous montre comment c'était à l'époque, dans les années 60, quand les fans des Beatles étaient fous comme de la merde. Tu sais, t'es vu au début dans un magasin de disques, il y a un nouveau disque qui vient de sortir des Beatles, tout le monde s'arrache les albums. À cette heure, c'est pas compliqué, les gens vont télécharger en ligne. Mais avant, il fallait se rendre dans un magasin de disques pour acheter notre vinyle des Beatles. Et c'était une belle époque, hein, les années 60, même si je ne l'ai pas vécu. Moi, je suis né dans la décennie suivante, mais on voit que les choses étaient moins compliquées dans cette époque-là. Hein. Les jeunes n'avaient pas le fardeau des responsabilités qu'ils ont aujourd'hui. C'était juste le plaisir d'avoir du fun, d'écouter la musique, de triper. Et c'est ce qu'on voit dans ce film-là, des jeunes actrices. Il y a Nancy Allen qu'on avait vu dans Robocop, qui a joué aussi dans des films de Palma, qui est là-dedans. Il y a Bobby DiCio, Mark McClure, qui a joué dans Superman la même année. Susan Kendall Newman, la fille de Paul Newman, qui joue là-dedans. Teresa Saldana, Wendy Jo Spearberg. Bref, un super beau casting de jeunes qui ont été très bien choisis pour jouer là-dedans. Et c'est un film qui nous montre c'était quoi la Beatlemania, à quel point les jeunes étaient prêts à tout pour essayer d'avoir leur vedette préférée. Et ça nous montre l'ampleur du phénomène des Beatles. Et c'est un film qui est particulier parce que les Beatles sont présents tout le long du film. C'est le thème du film, c'est les Beatles. Tu sais, les gangs de filles qui veulent aller voir les Beatles. Mais on les voit pas, les Beatles. Hein? Ils ne sont pas filmés dans le film. À part à la fin, on les voit sur l'écran. C'est des images d'archives du Ed Sullivan Show. Et au loin, on voit les acteurs qui sont en train de personnifier John, Paul, George et Ringo. On les voit au loin un petit peu flou, mais c'est super bien fait dans le montage, tu sais, puis tout a été recréé en studio, c'est vraiment bien fait. On embarque, ça fait penser un peu, quand on regarde le film, je suis certain que vous allez avoir cette idée-là aussi si vous le regardez, au film American Graffiti de George Lucas, qui se passe en 1962, donc c'est dans les mêmes années, avec une gang de jeunes, il y avait Richard Dreyfuss entre autres là-dedans, Ron Howard, gang de jeunes là, qui sont sur le point une gang d'amis qui sont sur le point de prendre des chemins différents dans leur vie, d'aller étudier à différents endroits, et là ils passent une nuit ensemble où il va arriver toutes sortes d'affaires, et c'est un film qui parle des années 60, et I Wanna Hold Your Hand aussi. Il y a le même esprit là-dedans. On sent que c'est pas... que c'est voulu. Là. Robert Zemeckis puis Bob Gale le disent eux autres mêmes, qui ont été inspirés par, entre autres, American Graffiti. Mais c'est une bonne inspiration quand même. Et c'est la première réalisation au cinéma de Robert Zemeckis. Robert Zemeckis... qui a signé le scénario avec son compatriote Bob Gale. Ils vont signer plus tard le scénario de Retour vers le futur, qui est le meilleur film de l'histoire de tous les temps. Le film que tout le monde dans l'humanité a aimé. J'ai pas connu personne encore qui me dit qu'il n'avait pas aimé Retour vers le futur. Il y a des gens qui n'aiment pas Indiana Jones, il y a des gens qui n'aiment pas Star Wars, il y a des gens qui aiment... Il y a toujours quelqu'un pour pas aimer, mettons James Bond. Mais Retour vers le futur, c'est un film qui est universellement aimé. J'ai pas rencontré encore personne qui m'a dit qu'il n'aimait pas Retour vers le futur. Je l'ai pas encore rencontré, cette personne-là. I Wanna Hold Your Hand, ça a été leur première collaboration au cinéma. C'était le premier film de Robert Zemeckis, son premier long-métrage au cinéma. Et c'est la première fois que Steven Spielberg produisait un film dans lequel il n'était pas réalisateur. Donc, avant, il était souvent producteur exécutif, mais sur ses propres films. Et là, il a décidé de parrainer Robert Zemeckis. Il a passé des coups de fil au studio Universal après que Robert Zemeckis a montré à Spielberg un court-métrage qu'il avait fait quand il étudiait à USC. Super belle université où à peu près tous les grands noms du cinéma ont étudié dans les années 70, que ce soit De Palma, Coppola... Spielberg, c'est un cas un peu à part parce que lui, il a traîné dans un studio, il a rencontré un producteur, il a montré son court-métrage en blanc, puis s'est fait engager pour faire des émissions de télévision au studio Universal. Après ça, on sait ce qui est arrivé, sa carrière au cinéma a débloqué et il a fait Duel, Sugarland Express, et après ça, ça a été Rencontre du troisième type, Jaws.
Bref, je les ai inversés. Là. Jaws est arrivé avant la rencontre du troisième type, là, mais en tout cas, peu importe. Il y a eu, il y a déjà, dans sa jeune vingtaine, Spielberg était déjà connu. C'était déjà le réalisateur hot d'alors. Et Robert Zemeckis est allé le voir. Il était pas, tu sais, il était quand même dans les mêmes âges, même si Spielberg était beaucoup plus avancé au niveau de sa carrière. Et Robert Zemeckis a trouvé en Spielberg vraiment disons un ami, un collaborateur, quelqu'un qui va vraiment le prendre sous son aile. Il a montré un court-métrage qu'il a fait, qui se trouve être là-dessus, qui s'appelle Field of Honor, qui est super bien fait. C'est le fun parce que Criterion, ils vont chercher vraiment le plus de bonus possible. Et on voit là-dessus les 2 courts-métrages que Robert Zemeckis avait tournés quand il était étudiant. C'est vraiment super bien fait, c'est bon. Des fois, les courts-métrages de réalisateurs, même de réalisateurs connus, des fois, c'est un peu pénible à regarder. Mais là, vraiment, c'était vraiment quelque chose. Surtout, il y en a 2 là-dessus de Lift, que j'ai trouvé très bon. La cinématographie est excellente. Field of Honor aussi, c'est un genre de film d'action qui se passe dans un autobus. C'est vraiment intéressant. Et c'est sur ces bases-là que Spielberg a téléphoné au studio. Il a dit, bon, écoute, il faut permettre à Zemeckis de réaliser son premier film. Et il avait décidé, Zemeckis, et Bob Gale aussi également, de faire un film sur la Beatlemania. Il trouvait qu'il y avait un bon sujet pour une comédie, quelque chose d'intéressant, que ça donnerait quelque chose de le fun. Et Spielberg avait dit au studio, si ça marche pas avec Zemeckis, ben je m'engage à terminer le film. Mais évidemment, il savait que ça allait bien fonctionner avec Robert Zemeckis. Et ce qui est intéressant là-dessus, dans une entrevue qu'il donne sur le Blu-ray, parce qu'on voit une espèce de réunion de Bob Gale, Robert Zemeckis et Steven Spielberg qui jasent ensemble du projet à l'époque. Et Robert Zemeckis dit que ses premiers films qu'il a tournés à Hollywood, il n'était pas dans la guilde des réalisateurs. Il avait appelé pour être dans la guilde et on l'avait reviré de bord. Et il a fait ses premiers films, I Wanna Hold Your Hand, Used Car et Romancing the Stone. Il les a tournés puis il n'était pas dans la guilde des réalisateurs. Seulement après, quand il a fait Retour vers le futur, là, il est devenu membre de la guilde des réalisateurs. Mais c'est un fait intéressant, c'est un fait quand même le fun, que même Spielberg n'avait pas l'air d'être au courant de ce fait-là. Si vous aimez Robert Zemeckis, si vous aimez les Beatles, la Beatlemania, vous aimez les films d'un jeune que vous avez adoré, American Graffiti, que vous ne connaissez pas, I Wanna Hold Your Hands, eh bien, c'est super le fun comme film. Je donnerais un 4 étoiles sur 5, c'est vraiment trippant. Une belle édition chez Criterion avec beaucoup de bonus. Ben, en tout cas, on a mis les bonus, ce qui était disponible sur le film, puis on en a même produit un qui est super intéressant, la fameuse rencontre avec les 3, Zemeckis, Gale et Spielberg. C'est un beau petit film qui dure 99 minutes, ça s'écoute bien. Un film qui date de 1978, disponible chez les éditions Criterion. It's Sunday, February 9th, 1964. Thousands are mobbing the streets, praying for one glance. Oh my God! One touch. I figured out a way to get into the Beatles Hotel. The chances are 1,000,000 to 1. Hey, stop! But some of them just might make it. Rosie, Grace, Pam, Janice, Smirko, and Ringo Klaus. Listen, I know everything there is to know about the Beatles. There's nothing I don't know about the Beatles. They've got no money, no tickets, no driver's license, Stop the car! Oh, please stop the and car! no fear. I Want to Hold Your Hand. It's the song they were playing the night America fell in love. Yo Jimbo, c'est un film qui est sorti en 1961 et c'est un film important dans l'histoire du cinéma. Il y a eu des remakes de ce film-là. Il y a eu 2 remakes jusqu'à maintenant. Il y a eu A Fistful of Dollars avec Clint Eastwood. On va en reparler un peu tantôt. Il y a eu également
le film Last Man Standing de Walter Hill qui se passe dans le temps de la Prohibition avec Bruce Willis. Donc, c'est un film qui a marqué l'histoire du cinéma. C'est réalisé par le plus grand réalisateur japonais de l'histoire du cinéma, Akira Kurosawa, qu'on pourrait dire également de Kurosawa que c'est peut-être un des 3 plus grands, des plus importants réalisateurs à avoir vécu, un des 3 plus grands qui a apporté des choses, une contribution importante dans l'histoire du cinéma, parce qu'il était allergique aux mauvais films. Il a juste tourné des bons films dans sa carrière. Il en a tourné plus d'une 30aine. Sur une carrière qui a commencé, il a commencé avec le studio Toho, Akira Kurosawa, en 1936, alors que le studio Toho cherchait des assistants réalisateurs. Et à cette époque-là, au Japon, on engageait des gens parce que le cinéma était encore au niveau de l'exploration. On essayait on expérimentait encore beaucoup. Il y a des réalisateurs qui étaient déjà établis, mais on cherchait encore. C'était encore un work in progress, le cinéma, dans ces années-là. C'était encore très jeune. Le cinéma a commencé au début, on peut dire officiellement, fin du 19e siècle, mais plus officiellement au début du 20e siècle. Et en 1936, on était encore pas loin des débuts du cinéma. Donc, Akira Kurosawa a appris le métier, il a appris tout ce qu'il fallait savoir sur le cinéma. Parce qu'au début, on devenait scénariste, on était aussi assistant réalisateur, mais on apprenait toutes les facettes du métier. Comme ça, quand on devenait réalisateur, quand on nous donnait les rênes d'un film, on savait qu'on était capable de contrôler à peu près toutes les sphères d'une production cinématographique. Et Akira Kurosawa a commencé comme réalisateur à faire son premier film en 1943 avec La légende du grand judo. Sugata Sanshiro, j'espère que je le dis bien. C'est un film qui déjà, dès le départ, nous montrait tout le talent d'Akira Kurosawa. Et c'est son 8e film, L'Ange ivre, qui a tourné en 1948, qui l'a vraiment établi comme étant un des grands maîtres du cinéma de son époque. À partir de là, on n'a plus jamais douté de Kurosawa. Et c'était aussi sa première collaboration avec le grand acteur Toshiro Mifune, avec lequel ils vont tourner pas moins de 16 films ensemble. Donc, parmi ceux-là, Rashomon, un des plus célèbres de l'histoire du cinéma, Les 7 samouraïs, qui va avoir également un remake américain qui est le film Les 7 mercenaires de Magnificent Seven, avec Steve McQueen, Yul Brynner, avec toute une pléiade d'acteurs américains qui reprenaient le scénario du film de Kurosawa. C'est devenu un western américain, un des plus célèbres de l'histoire du cinéma. Et en 1961, il a sorti ce film-là dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est un film qui est devenu très célèbre. Il y a eu des remakes de ce film-là dont je vais parler dans quelques minutes. Ça raconte quoi, Yojimbo? Ça met en vedette Toshiro Mifune, encore une fois. Yojimbo! Alors, c'est l'histoire d'un samouraï. Plutôt un ronin, parce que c'est un samouraï qui n'a pas de maître. Donc, il arrive dans un village, le village de Manome. Et il se rend compte assez vite qu'il y a une guerre de clans entre deux gangs rivales qui se font la guerre dans une même ville. Et lui, il va en profiter parce que c'est un guerrier incroyable et ces deux bandes rivales-là engagent des bandits pour se faire la guerre. Et lui, il veut créer comme une espèce d'enchère pour... parce que, tu sais, dès le départ, il y a une confrontation au début avec des sbires d'une des gangs, puis il les découpe en morceaux, c'est pas trop long, ça prend à peu près 10 secondes, il y a à peu près 10 gars à terre, tu sais, plus de bras, plus de jambes, en tout cas, il est massacre, c'est pas trop long. Et on se rend compte de sa valeur, et lui, il va la monnayer, sa valeur. Donc, il passe tout au long du film d'un clan à l'autre, il essaye de faire monter les enchères. Il y a quelque chose derrière ça, on le sent, parce que c'est quand même un homme d'honneur. On va le découvrir plus tard dans le film. Mais il y a de l'action tout du long dans ce film-là. L'atmosphère du film, on est vraiment... on comprend pourquoi
on a fait des westerns à partir des films de samouraï de Kurosawa parce que ces films de samouraï sont tournés un peu comme des westerns. Donc, on s'est inspiré de ces films pour faire des westerns et Kurosawa s'est inspiré du western américain pour tourner ses films de samouraï. Donc, le cinéma qui s'inspire et qui se relance un peu la balle. Toshiro Mifune est formidable là-dedans dans le rôle de Sanhuro, le samouraï du film. Yojimbo, le titre en français, c'est le garde du corps. D'ailleurs, The Bodyguard, tu sais, quand vous écoutez le film The Bodyguard avec Kevin Costner, il y a une scène au début du film où Kevin Costner écoute Yojimbo, on voit qu'il voit un genre de culte à ça. Il y a un katana dans le film aussi. Donc, Yojimbo, c'est devenu un des films de samouraï les plus adorés des gens, des fans du genre. C'est devenu un classique indémodable. Il y a des super bonnes scènes d'action. L'atmosphère du film aussi, il contribue pour beaucoup. La photographie. Quand l'action ralentit un peu, c'est toujours intéressant parce que il se passe tout le temps quelque chose à l'écran de fascinant. Les personnages, même les personnages secondaires sont bien développés. Les méchants, des fois, sont un peu caricaturaux, mais c'est correct. Ça va un peu dans l'esprit du film aussi. Et Toshiro Mifune est impérial là-dedans, dans chaque scène, du début à la fin. C'est un film dans lequel je me suis beaucoup amusé. Je me suis jamais tanné d'écouter Yojimbo. Ça fait peut-être une quinzaine de fois que je me le tape. J'ai entre les mains l'édition Criterion qui contient un petit livret à l'intérieur avec beaucoup d'informations sur le film. Et il y a un documentaire là-dessus sur le tournage de Yojimbo qui nous parle... en fait, c'est des entrevues d'époque de Kurosawa qui raconte un peu sa carrière, cette période-là où il a tourné Yojimbo, qui était la grande période qui a relancé le film de samouraï. C'est une période où on produisait beaucoup de films de ce genre-là dans le cinéma japonais. C'était très, très, très populaire partout dans le monde. Yojimbo, c'est un des fleurons du genre. C'est un film qu'il faut avoir vu. C'est un film important dans l'histoire du cinéma. C'est peut-être pas coté comme étant le plus grand film d'Akira Kurosawa. Moi, je considère que c'est en tout cas, pour moi, c'est pas mal dans son top 5. Il a tellement fait de bons films. Tu sais, comment on pourrait choisir, tu sais, entre Rashomon, Kagemusha, Dream, Ikiru. Tu sais, il y a tellement de bons films. Ça pourrait tout être notre film préféré. Yojimbo, c'est parce que Yojimbo, c'est un film un peu plus léger. Ça s'écoute comme un western. C'est un western, en fait, Yojimbo. Et Sergio Leone a décidé en 1964 de sortir un remake de Yojimbo qui s'appelait A Fistful of Dollars, qui est le premier film de la trilogie du dollar avec Clint Eastwood, dans lequel il fait L'homme sans nom. Et on reprend le film de Kurosawa. À plusieurs reprises dans le film, on reprend presque les scènes, pas intégrales parce que c'est quand même tourné avec le style propre à Sergio Leone. Il en a quand même fait son propre film. Il a développé, il avait son style, Sergio Leone, bien à lui. Mais il a vraiment suivi la trame du film de Kurosawa en nous donnant quelques twists aussi qui a rajouté dans l'histoire, qui sont le fun, notamment dans le duel final. Il a rajouté un petit quelque chose qui était pas piqué des verres. C'était intéressant. Donc, il va y avoir un autre remake qui va sortir, réalisé par Walter Hill en 1996, qui se passe durant le temps de la Prohibition. C'est un film qui met en vedette Bruce Willis, Last Man Standing. C'est tous des bons films. Last Man Standing, c'était bon aussi. J'avais vu ça au cinéma. Ça avait été plus ou moins bien reçu par la critique. Mais moi, j'avais beaucoup aimé. Je savais que c'était un remake de Yojimbo. Je trouve que Bruce Willis était efficace là-dedans. L'action, ça lâche pas. Il y a une belle ambiance qui reprend. Tu sais, comme je vous dis, ça se passe dans le temps de la Prohibition. Donc, ça fait un peu différent des deux autres films. Mais on reste quand même dans l'esprit. Donc, les trois films sont très bons. Mais Yojimbo, l'original, ça vaut vraiment la peine d'être vu. C'est un 5 étoiles sur 5. Si on ne peut pas donner un 6 étoiles sur 5, parce que c'est un des grands classiques de l'histoire du cinéma. Et un an plus tard,
Akira Kurosawa va décider de tourner une suite. Ça va être la seule suite qu'il va tourner dans sa carrière. J'imagine qu'on voyait peut-être à l'horizon, on voulait faire quelque chose comme une série de films avec le personnage de Sanjuro. Mais finalement, il va en avoir que 2. Et le deuxième film va sortir 1 an plus tard et va s'intituler comme le personnage principal, Sanjuro.地獄の入り口で顔を合わせたこの二人。このざまだ。だから言わねえこっちゃねえ。6人ぐらいじゃ手不足だ。ところであの6人とてもうまく料理されてたな。あんないい腕を持ったやつはこの近くにはおめえしかいねえ。それでもしかするとあの6人叩き殺したのはおめえじゃねえかと思ってね。刀かピストルか宿命の対決。こっちに来るんじゃねえ。Sanjuro, c'est la suite de Yojimbo, ça pourrait être le prequel également. Donc, c'est un film que Akira Kurosawa a tourné 1 an après le succès de Yojimbo. Et ça, on retrouve le personnage qu'on aime du premier film, Toshiro Mifune, qui reprend les traits de Sanjuro. Le film, d'ailleurs, porte le nom du personnage principal. Et cette fois-ci, on y va plus sous l'angle de la comédie, parce qu'on a voulu faire un film un peu plus léger que Yojimbo. Autant Yojimbo, c'est un genre de western avec on mélangeait le film de western avec le samouraï. Là, c'est un film de samouraï, mais avec un ton d'humour. On va mettre vraiment une touche humoristique dans le film. On retrouve dès le départ des personnages beaucoup plus légers que dans Yojimbo. On va trouver 9 samouraïs qui sont en train de discuter. Ils veulent faire le ménage sur la corruption qui existe dans leur clan. Et à cause d'une bévue de leur part, le chambellan du clan va être kidnappé. Et ils vont essayer d'échafauder un plan pour aller le récupérer. Ils vont être aidés dans cette mission-là par le vieux samouraï Sanjuro qui se trouve à être... ça vient à ses oreilles au début du film. Il les entend échafauder leur plan. Il trouve que ça n'a pas de bon sens. Puis il va les voir, puis il va les raisonner. Il va décider de les aider, les prendre un peu sous sa charge pour les aider dans leur mission. Donc le film, tout au long du film, ils vont essayer de secourir la femme du chambellan, sa fille, ensuite le chambellan lui-même. Et les méchants, évidemment, ils essayent ils savent que ces gens-là veulent essayer de secourir le chambellan, donc ils vont tout faire pour leur mettre des bâtons dans les roues, mais le vieux Sanjuro, rusé comme il va trouver toutes sortes de méthodes pour essayer de déjouer les plans des méchants et finalement de mener à bien sa mission avec les 9 autres samouraïs.
Comme je vous dis, c'est pas un grand film comme Yojimbo, mais c'est un film qui s'écoute super bien. C'est un film agréable, Sanjuro. Pas un aussi grand film, mais quand même un très très bon film. Une bonne suite aussi à Yojimbo. C'est avec beaucoup de bonheur qu'on retrouve Toshiro Mifune. Son personnage, bien qu'un peu plus léger que dans Yojimbo, ça jure pas quand même. Ça demeure le même personnage, on le voit quand même assez calculateur, qui est capable de manipuler les méchants pour arriver à ses fins. C'est vraiment bien écrit, c'est bien fait encore une fois. C'est inspiré d'un roman. Je pense que c'est inspiré d'un roman Kurosawa pour faire le film. Encore une fois, c'est bien tourné, les images sont super belles. Le ton est léger, mais on s'amuse beaucoup dans Sanjuro. Le film est plus court aussi, parce que le premier film durait 2 heures. Celui-là dure un peu plus d'1 heure et demie. Il y a un petit peu moins de matière, évidemment. Mais les acteurs sont tous bons. Et j'ai l'édition Criterion entre les mains. Moi, j'ai l'édition double. Vous pouvez l'acheter avec les 2 films, Sanjuro et Yojimbo. Il y a beaucoup de bonus, hein, encore une fois, sur le Blu-ray de Sanjuro. Il y a Akira Kurosawa qui parle du tournage du film, des films qu'il a tournés dans cette période-là de sa carrière. Il y a des historiens du cinéma qui parlent également du film. Il y a un livret à l'intérieur. C'est le cas de Yojimbo également. Donc, vous pouvez les acheter séparément, les 2 films. C'est paru chez les éditions Criterion. En Europe, probablement c'est sous un autre, je pense, c'est... je me souviens plus, là. Je sais que ça a été édité également en Europe, mais en Amérique du Nord, c'est Criterion qui a sorti ça. Et il y a une édition double, vous avez Yojimbo et Sanjuro, et vous pouvez les acheter également dans des éditions séparées. C'est des films qu'il faut avoir dans sa collection si on est des cinéphiles sérieux. Yojimbo, qui est un très grand film de Kurosawa. Moi, c'est un de mes préférés. Donc, c'est une autre recommandation de ma part. Je donnerais un 5 étoiles sur 5 à Yojimbo. Et un bon 3.5, on va dire 3.7 à Sanjuro, qui est très très bon également, sans être dans le firmament des plus grands films de l'histoire du cinéma, comme c'est le cas de Yojimbo.足かけて、これでもうちょっと前乗り出せませんかね。そうだ。こうなったら死ぬも生きるも我々9人。10人だ。てめえらのやること危なくて見せられねえや。金魚のうんこみたいに繋がってこられちゃ始末がいいな。どっかおとなしく片付いてるとこねえのか。
Alors, c'est tout pour le Ciné-Club de Rico. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Dans une semaine, je vous promets quelque chose de nouveau. Vous allez rentrer dans le théâtre infernal de Rico. Ça va être une première fois. J'ai sélectionné un film. C'est un film d'action. Ça peut être un film d'horreur. Ça ne sera pas des films qui vont donner dans la dentelle, je vous le dis tout de suite, hein, vous me connaissez, j'aime le cinéma trash et ça va être trash, mes chers amis, mais j'ai sélectionné quelque chose d'assez spécial qui va vous plaire, je suis certain. Ça va être le concept de ça, c'est que justement, j'ai choisi un film. C'est un film où je me ferais pas poursuivre par les auteurs. Là, c'est pas un film. J'ai pas choisi Mort d'un commis voyageur non plus parce que vous risquez de vous endormir au bout d'une demi-heure. Ça va être un concept film du vendredi soir ou du samedi soir. Tard le soir, vous prenez une bonne bouteille de bière ou plusieurs bouteilles de bière ou un bon verre de ce que vous voulez. Vous installez avec un bol de chips et moi je vous offre quelque chose de sélectionné exprès pour vous avec de la violence, énormément de violence gratuite, des explosions, toutes sortes d'affaires. Vous allez voir des répliques, des one-liners qui sont le fun. Alors moi, je vous présente le film, on l'écoute. Après, je vous reviens et je reparle un petit peu des moments que j'ai aimés dans le film. Alors, ça va nous faire une soirée cinéma qu'on va faire ensemble. Et vous allez découvrir un film, une pépite, un film que vous auriez peut-être jamais pensé voir dans votre vie, que j'ai sélectionné spécialement pour vous. Alors, ça s'en vient, le théâtre infernal de Rico. Dans une semaine, il va y avoir d'autres choses aussi qui s'en viennent. Là, je vous prépare. C'est long, mais le ciné-club érotique de Rico, 3e partie, ça va être bon. On va parler de Tracy Lords, on va parler de Sylvia Christel, on va parler de plein de films où on voit du monde tout nu, des films de cul. On va parler de plein d'affaires, le fun. On va parler aussi, je vais parler bientôt des nouveautés qui vont sortir en Blu-ray, DVD pour le mois de la rentrée, pour le mois de septembre. Donc, plein de belles choses qui s'en viennent. Fait que abonnez-vous au Ciné-Club de Rico. Surveillez tout ça. Moi, je m'amuse. J'ai du fun avec vous autres. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour plein d'autres beaux sujets sur le cinéma. En attendant, faites attention à vous et merci d'être là, tout le monde. Oh yeah, tell you something. I think you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Oh please, say to me, you let me be your man. And please, say to me, you let me hold your hand. Now let me hold your hand. I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love I can't hide, I can't hide, I can't hide. Yeah, you got that something. I think you'll understand when I say that something. I wanna